Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rencontre. Le destin de mon invité aujourd'hui est une traversée texturée de rigueur, de quête humaniste et de ponts jetés entre les continents et l'histoire. Le premier point d'inflexion de ce parcours se joue à la croisée des chemins universitaires. Formé au droit et à la gestion au Maroc, c'est aux États-Unis qu'il pousse ses recherches pré- et post-doctorales. Un peu plus tard, il devient avocat et directeur de Peace Building and the Rule of Law au sein du prestigieux Robert Francis Kennedy Memorial Center for Human Rights. Son regard reste alors tourné vers l'Afrique et il déploie ses compétences stratégiques comme vice-président d'African Communication Agency et de l'African Free Zone Initiative. Puis vient l'appel du Maroc. Sa trajectoire devient alors celle d'un grand serviteur de l'État, d'abord comme directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des Affaires administratives avant de prendre la tête de la direction de la réforme administrative. Dans cette chorégraphie institutionnelle, une étape marque son parcours, celle de directeur adjoint des Archives royales au cœur même de notre mémoire collective. Ce voyage à travers le droit, la gestion et la mémoire trouve aujourd'hui son apothéose lumineuse dans la Fondation Temkin. Comme si chaque poste occupé n'avait été qu'une préparation pour une cause humaine, la réduction des fractures scolaires. Et la Kadili y jette une vision avant-gardiste faisant du numérique l'arme absolue de l'égalité des chances. Aujourd'hui, sa voix résonne dans les nombreux forums internationaux où il intervient régulièrement, se donnant pour mission de militer pour une Afrique des solutions portée par sa jeunesse et par sa souveraineté éducative. Et la Kadili. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Le plaisir est très partagé, merci pour l'opportunité. Merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, nous allons à votre rencontre. Nous allons revenir sur les points d'inflexion de votre parcours. Nous allons découvrir votre histoire. On a 26 minutes, ça commence tout de suite. Donc un parcours riche, en tout cas en réalisation, qui défend toujours une cause qui est juste celle de l'éducation, en tout cas pour tous. Avant de revenir sur ce parcours, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, du petit garçon, de votre enfance, de votre environnement familial, de ce qui a peut-être contribué à façonner l'homme que vous êtes aujourd'hui. Moi, je suis né à Fès, dans une rue, je ne sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça s'appelle Qarradine. Pourquoi elle s'appelle comme ça, à quelques centaines de mètres de Moulay Idriss. Donc j'ai grandi dans cet environnement où tout le monde connaissait tout le monde, avec un père qui travaillait, qui était lamine de plusieurs métiers, illettré, mais avec beaucoup de respect, et une mère à la maison. Donc j'ai appris de ces deux personnes le respect de soi, et de l'autre, bien entendu, la responsabilité tout petit, le travail, ne pas perdre de temps pendant les vacances, travailler avec à vendre des bonbons, par exemple, apprendre à être dans une dynamique de collectivité et jouer, bien sûr. Nous avons joué quand nous étions très petits. Et puis ensuite, un déplacement à Rabat. Un déplacement à Rabat pour des raisons familiales, où nous nous sommes installés, je dirais, une déchirure pour mes parents, parce que mon père était dans son environnement, et il a dû abandonner cet environnement pour ses enfants, pour rejoindre ses enfants, se reconstruire une vie à Rabat. Et donc pour nous également. Vous l'avez vécu comment cette période, vous écoutez, elle était d'un côté très pénible, je vais vous dire pourquoi, mais d'un autre très rewarding. Constructif peut-être. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Très pénible parce que nous avions cette appellation qui nous collait au dos, le fassi. Et donc on avait un accent. Allo, Oltlo, etc. Et il fallait le changer, sinon on n'appartenait pas. Mais d'un autre côté, nous avons été, mon frère, mes frères, mes sœurs, nous sommes une fratrie de 4 garçons, 4 filles. Nous avons, au fil du temps, réussi à nous adapter et à nous inscrire dans cette
dans ces groupes de la rue Louraoui, une rue très connue de l'Ixa. 13 rue Louraoui était ma maison, où beaucoup de monde circulait. Et l'école des Madrasat al-Muallimin, où j'ai fait ma dernière année du primaire, marquée par ma mère qui me suivait, mon père qui veillait au grain, et puis une rencontre extraordinaire avec un enseignant que j'allais retrouver par la suite, Oustad El-Muntadi. Oustad El-Muntadi qui était d'une correction, d'une rigueur, d'un propre incroyable. Lundi, Nahu, jeudi, le Coran, et il fallait véritablement Hafad ou la Mahafj. Donc, Hafad, c'est bon pour lui, et il revenait pour vérifier. Mahafj, c'était le coin pour recevoir une petite punition qui rappelait à l'ordre ceux qui ne faisaient pas leur travail. En tout cas, il vous a particulièrement marqué. Ah oui, absolument. Et j'allais le retrouver en 87. Il est venu dans mon bureau. J'ai demandé est-ce qu'il voulait me voir. Moi, non, non. Il voulait voir le directeur de la réforme administrative. Quand il est rentré, on a traité ce qu'il a demandé. Puis il voulait partir. J'ai dit où est-ce que vous partez? Hafad ou la Mahafj? Et nous sommes. Vous n'avez pas reconnu, lui? Oui, non, lui, non. Ben, il avait eu énormément d'élèves, certainement. Ça doit être une fierté pour un professeur, en tout cas. Ah ben, la mienne d'avoir rencontré cet homme qui a eu un impact extraordinaire sur ma vie. Il n'était pas le seul. Il y en a eu d'autres, mais celui-là, je ne l'oublierai jamais. Il est parti, il a quitté notre monde. Je suis persuadé qu'il a impacté la vie de milliers de jeunes. Monsieur Lacac, enseignant de français, qui lui aussi était avec lequel j'ai appris les tables de multiplication, la grammaire, la conjugaison. Donc voilà, le primaire était important pour moi. Le secondaire allait l'être davantage, parce que là, il y a également une rencontre d'un grand monsieur, Allah yarhamou, Amr Alem. Amr Alem était enseignant d'arabe, que j'ai connu en classe d'observation, et j'allais le connaître le brevet, qui était la classe qui devait déterminer notre orientation. En tout cas, les études préuniversitaires semblent avoir été déterminantes pour absolument, vous. D'où oui, peut-être absolument. Les engagements que vous avez pris par la suite dans votre vie, sur lesquels on va certainement revenir. J'aimerais qu'on s'arrête sur une phrase qui vous impacte également et qui fait écho, et que vous nous expliquez pourquoi. Donc, une phrase citée par le général MacArthur, et je cite: « Quand je regarde par-dessus mon épaule, après toutes ces années, je me rends compte qu'un vieux soldat ne meurt jamais, il s'estompe. » Alors pourquoi ? Pourquoi cette phrase particulièrement a-t-elle un impact ? Suivant les pas de mon frère Abdelwahed, je lisais beaucoup. Je continue à lire énormément. Dans notre parcours, nous faisons énormément de choses. Nous construisons beaucoup de choses, nous réalisons beaucoup de choses. Nous sommes condamnés à le faire, de par ce que nous sommes. Et puis arrive un moment où nous devons partir, mais il faut faire le point. Et MacArthur l'a fait de manière on ne peut plus éloquente, en regardant lui qui a fait les grandes guerres, qui a formé, qui a gravi les échelons. Il regarde et il est là au moment de partir. Il se dit mais alors c'est quoi ? C'est quoi? Est-ce que je vais partir comme ça? Non, un vieux soldat, un dernier des Mohicans, un ancien commis de l'État ne meurt pas, il s'en va progressivement. Et ça, c'est quelque chose qui est dans ma tête tous les jours. Je disais à une collègue tout à l'heure, nous partons sur la pointe des pieds, gentiment, avec nos souvenirs, en espérant que c'est ce que nous avons fait pour notre pays, pour nos familles, ait servi à quelque chose et soit reconnu, et que les uns et les autres puissent s'en rappeler. Voilà pourquoi cette phrase, pour moi, est extrêmement importante. Parce qu'aujourd'hui, on lit ce que MacArthur a écrit, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Et nous avons des hommes comme ça chez nous. On a des hommes chez nous, effectivement, comme ça. Pour continuer un petit peu sur votre parcours, donc après les études, on va dire préuniversitaires, vous faites votre doctorat. Oui.
Le aux premier, États-Unis. le second et le troisième, voilà. Plusieurs naissances Je également. suis un étudiant, Très assidu, visiblement. voilà, je suis un étudiant éternel. Si je pouvais retourner au banc de l'école aujourd'hui, mais pas la même école ou la même université que j'ai fréquentée, je voudrais y retourner sans acquérir un diplôme, parce que l'université est appelée à revoir ses formations. Les diplômes sont appelés à être revus. À réactualiser. Oui, bien sûr. La Chine vient de décider que les doctorants n'auront pas de thèse à défendre, mais auront des projets à soumettre, des projets réalisables. Et notre pays a les compétences pour le faire. Donc mon rêve à moi, avant de partir peut-être, mais mes collègues à la Fondation le feront certainement, c'est de faire cela. Nous avons des jeunes à la Fondation et bien entendu ailleurs qui font un travail fabuleux. Je souhaite qu'ils puissent présenter tous ces projets, tout ce qu'ils réalisent, parce qu'ils le font avec cœur, ils le font avec engagement et avec détermination et surtout avec abnégation. Et puis cette jeunesse qui est la richesse de notre pays aujourd'hui, Absolument, dont il faut prendre soin et qui va porter l'avenir aussi du Maroc. En tout cas, une fois arrivé aux États-Unis, quelles étaient un petit peu vos réflexions? Est-ce qu'il y a eu un choc culturel? Comment ça s'est passé, l'adaptation? Vous savez, je suis parti deux fois, à deux reprises aux États-Unis. La première, c'était pour faire un doctorat en business administration. Je suis arrivé aux États-Unis avec 9 valises. D'accord? Je suis revenu avec un doctorat et avec une expérience extraordinaire. C'est que tout est possible. Tout est possible, on peut tout construire, dès lors qu'on s'engage à le faire avec sérieux et avec détermination. Je suis revenu 3 ans après. Est-ce que je voulais revenir? Peut-être pas. Mais un appel téléphonique m'a fait revenir. Donc je suis revenu. Et aujourd'hui, je bénis le ciel que cet appel téléphonique ait eu lieu. Parce que c'est ici que je suis, j'appartiens à ce pays. Et je lui dois beaucoup. Je lui dois ce que je suis aujourd'hui. Et je fais de mon mieux chaque jour que le bon Dieu fait pour donner un peu. Est-ce que c'est assez? Ça ne sera jamais assez. Nous, citoyens, avons le devoir de contribuer à ce qui se fait, de nous donner à ce qui se fait. Et c'est ce que je fais chaque jour. Donc, quand je suis revenu, ça a pris quelque temps pour qu'un autre téléphone m'envoie voir un grand monsieur, c'est Abdrahim Nabjli. Un grand monsieur, véritablement un grand monsieur, qui m'a fait revivre, réaimer le droit. Dans le temps, je n'avais pas encore, j'avais fait une licence en Sciences Po. Et lui était un fin juriste, un grand avocat et un fin juriste. Donc, directeur de cabinet, il me posa la question quelle était mon option politique, et je réponds, monsieur le ministre, on est incendiaire à 20 ans, on est pompier à 40, moi je ne suis pas loin des 40, donc je ne peux être que pompier. Et pendant 7 années, cette très belles années, nous avons travaillé, j'ai travaillé à ses côtés pour structurer l'administration, donnant des textes, travaillant sur des organigrammes, lançant une grande campagne de formation, des centaines de séminaires par an, et ouvrant l'administration à l'Afrique. Nous avons été dans plusieurs pays africains, avec Abdrahim Nabjlil, pour créer des écoles nationales d'administration. Et c'est cela qui a fait cet amour pour l'Afrique, où j'ai rencontré de grands hommes qui ont été formés chez nous, ici, à Meknès, à Rabat, à l'École nationale d'administration publique. Nous avions 44 nationalités. Et parmi ceux-là, vous allez trouver des chefs d'État, des secrétaires généraux, des directeurs. Récemment, je me suis déplacé avec mes collègues dans un pays africain, et j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer le président, et il me dit, écoutez, moi je suis marocain, j'ai été formé au Maroc. Et il pointait du doigt l'insigne qu'il a reçu de chez nous. Donc nous ne pouvons pas être autre chose que des Africains. Votre regard a toujours été porté vers absolument. l'Afrique, déjà très jeune, déjà en tant qu'étudiant et aujourd'hui encore en tant qu'homme engagé. Absolument, absolument. Et puis il y a eu donc cet arrêt, comme je le disais tout à l'heure, en tant que directeur adjoint des archives royales. Quand on est en contact avec toutes ces archives, au contact de cette mémoire, on va dire collective, de cette histoire, qu'est-ce qu'on ressent? Parlez-nous de cette expérience. Eh bien,
travailler aux côtés de Seydi Abdullah Ben Mansour, un grand bonhomme, un grand commis de l'État, homme d'État, et lire des milliers de documents que je devais, parce que je suis trilingue, je devais lire, nous avons reçu des documents de partout, lire et puis annoter un petit peu pour dire ce que le document était une grande école. Tant l'homme lui-même, une école extraordinaire, de rectitude, d'exactitude, il connaissait. Seydi Abdullah pouvait toucher une feuille de papier et vous dire quand cette feuille a été produite. C'est comme quand vous touchez un tissu et vous dites ça c'est de la soie, ça c'est du lin, ça c'est de la laine. Lui arrivait à faire ça. Arrivait à faire ça et il le faisait avec beaucoup d'humanisme, avec beaucoup de... C'était comme une sorte de père. Vous savez, tous ces parcours étaient pour moi des écoles où j'apprenais beaucoup de choses. À ses côtés, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris la richesse de l'histoire de notre pays. J'ai appris tout ce que nous avons fait. J'ai appris la grandeur de ce que nous sommes, de ce que le Maroc est. Et également les liens que nous avons toujours eus avec l'Afrique, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, la Gambie, le Mali, etc. Et là, c'était beaucoup. C'était énormément de choses qui n'ont fait que conforter ce passage, n'a fait que conforter cette vocation qui s'est construite au fur et à mesure, qui s'est faite au fur et à mesure. Et je lui reste véritablement très reconnaissant parce qu'il m'a donné cette chance. Voilà. En tout cas, un parcours qui est ponctué de belles rencontres. Absolument. Ça c'est sûr et certain. Des rencontres qui ont finalement créé aussi des points d'inflexion dans votre parcours, d'une certaine manière, qui vous ont peut-être orienté, qui vous ont peut-être guidé ou en tout cas inspiré. Écoutez, quand on me pose la question sur mon parcours, je dis, moi j'ai un parcours atypique. J'ai eu la chance d'étudier. Je pense que c'est cela, ce que je dis à mes collègues, vous aurez pu avoir la même chance, et vous êtes encore jeune, vous pouvez avoir la même chance. C'est une question de chance seulement aujourd'hui, ou c'est aussi cette capacité à pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à nous? Oui, mais il y a énormément d'opportunités qui s'offrent à notre jeunesse. Énormément d'opportunités. Moi, je suis un bavard, si je puis utiliser l'expression. Quand je rencontre quelqu'un, je parle. Vous avez l'art de compter. Voilà. Quand je rencontre une personne, je parle. Et ce que je dis à mes collègues, je dis tout ce que vous risquez quand vous parlez, c'est quand vous dites bonjour, c'est qu'on ne vous réponde pas. Et dire bonjour, ça ne coûte rien. Et puis après bonjour, vous pouvez aller jusqu'à demander ce que les uns et les autres font, et c'est enrichissant. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc, je l'ai fait pour Vous savez, ma première bourse pour ce doctorat en Business Administration, c'était aller rendre visite à quelqu'un, aller demander, taper à une porte et dire « je veux une bourse ». Et la personne me dit « ouvre un tiroir sur l'avenue Ibn Abdallah ». Il y avait un immeuble d'un service culturel et me dit « tu crois que j'ai des bourses, moi, là ?» On a passé 3 ou 4 heures à discuter et à la fin de la discussion, cette personne, il a mazal aïch, Allah ytoul amro, et il est parti, Allah yarhamou, véritablement du fond du cœur, me dit vous avez votre bourse. Voilà, c'était une opportunité. Il fallait le dire, il fallait parler. Il fallait dire pourquoi. Mon père venait de partir, donc il fallait dire pourquoi j'ai besoin de cette bourse. Cette bourse a ouvert mes horizons. Aujourd'hui, je ne cesse pas de répéter, ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais ils osent faire des choses. Et là, je vois des générations dans mon pays, une génération qui ose faire des choses. Et ce que nous avions dans le temps, ce qu'il y a aujourd'hui, on ne l'avait pas dans le temps. On n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de Facebook, on n'avait pas un certain nombre d'outils qui sont disponibles. C'est pourquoi je suis attaché, avec les équipes qui ont voulu travailler avec moi, à développer des outils. Mais à développer des outils pour ne pas faire de nous de simples consommateurs, pour faire de nous des producteurs. Nous venons d'en développer un qui va pouvoir donner du soutien scolaire, de l'orientation, de l'accompagnement, en se basant sur une IA intelligente, en se basant sur ce qui existe ailleurs. Nous nous inspirons de ce qui se passe par ailleurs. Quand la Chine décide d'enseigner à ses bambins
intelligence artificielle, nous pouvons faire la même chose. Parce que nous avons des enseignants intelligents, nous avons des enseignants militants engagés et nous pouvons le faire. Et les équipes de la Fondation qui travaillent véritablement avec acharnement et abnégation sont en train de faire un travail fabuleux. Voilà mon militantisme aujourd'hui. Un militantisme qu'on ressent, en tout cas, vous militez avec beaucoup de passion. Il nous reste 5 minutes, donc sur ces 5 dernières minutes, j'aimerais qu'on revienne justement sur ces causes, sur cet engagement que vous avez, sur la création de cette fondation qui aujourd'hui, finalement, le projet que vous portez pour essayer finalement d'avoir un impact sur cette jeunesse et de construire ou contribuer à un meilleur avenir, en tout cas au niveau du secteur éducatif marocain. Permettez-moi de faire un parallèle, s'il vous plaît. Quand la Fédération royale marocaine, qui a connu des hauts et des bas, que nous avons suivis, que quelqu'un comme moi, à mon âge, a suivi, a été prise en main par quelqu'un qui s'est inscrit dans la vision royale et dans la volonté de Sa Majesté de donner, que Dieu l'assiste, de donner à notre pays un sport de qualité, un football de qualité. Il a réussi à avoir les moyens. Il a réussi à tracer un parcours. Et regardez les résultats. Nous aurions pu jouer la finale. Nous la jouerons, Inch'Allah, en 2030. Eh bien, la même chose pour l'éducation est possible. C'est ce que je n'arrête pas de dire. C'est ce que mes collègues et moi-même n'arrêtons pas de répéter. La vision est là. Une éducation de qualité. La déclaration royale faisant de l'éducation la deuxième priorité nationale après l'intégrité territoriale, on ne peut pas être plus clair. Et donc, les moyens doivent être mis en place. Et nous avons les moyens. Le Maroc, qui peinait il y a une trentaine d'années avec une dette de 3 à 4 milliards de dollars, n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Le Maroc d'aujourd'hui a pu envoyer des voitures à l'étranger, fabriquer des voitures avec un revenu de 12 milliards de dollars. Qui aurait pensé qu'on allait avoir ça? Nous avons besoin d'une éducation de qualité. Nous en avons le moyen. Nous avons la détermination et l'orientation royale. Nous devons pouvoir faire ça. Voilà. Un individu, moi, une personne, avec une équipe, nous le répétons, je suis persuadé que les centaines de milliers de familles, les millions de familles, les dizaines de milliers d'enseignants, les élèves eux-mêmes en veulent et nous sommes en mesure de le faire. Voilà. Si on devait revenir justement sur un petit peu vos réalisations ou ces petites victoires, peut-être qui vous rendent aujourd'hui fiers, lesquelles seraient-elles? D'avoir pu développer des outils qui auraient été véritablement, il y a quelques années, on se serait... Non, c'est impossible, on ne peut pas faire ça, mais nous avons développé aujourd'hui. TimeTrack est quelque chose d'extraordinaire. Nous l'avons envoyé, nous l'avons partagé avec nos partenaires à Hong Kong, en Inde, dans d'autres pays. Et ils ont dit, et je vous assure que c'est la stricte réalité, waouh! C'est le résultat de tout ce travail. C'est la quintessence de tout ce que nous avons fait. C'est la quintessence de 84 caravanes à travers l'ensemble du pays, allant jusqu'à Bir Ghundouz, qui était à 70 km de Grecaret, aller à Guelmim, à Assazak, partout, écouter, voir des enfants, en vouloir. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on observe une fois qu'on est là-bas? On observe des enfants qui sont là, motivés, qui attendent, motivés. On observe des parents, quand bien même avec pas beaucoup de moyens, mais étant présents. On observe des enseignants extraordinaires. Extraordinaires. Il y a des enseignants avec très peu de moyens qui font des choses magnifiques. On observe bien entendu des problèmes. Mais quel est le pays qui n'a pas de problème? Tous les pays, quelles que soient leurs ressources, ont des problèmes. Notre pays est un pays émergent qui se construit. Il se construira encore davantage avec une éducation de qualité. Quand j'entends, quand je lis, chaque année, il y a 900 médecins qui s'en vont, bien. Ils ont choisi de partir. Alors, formant 10 000, formant 20 000, il en partira 5 000, il en restera 15 000. Et dans tous les secteurs. Mais des formations de qualité. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication
et l'intelligence artificielle le permet. C'est ce que nous sommes en train de faire à la Fondation Temkin. Apporter notre pierre à l'édifice, contribuer à cette amélioration. Voilà. En tout cas, pour conclure un petit peu cet entretien, un dernier message peut-être que vous souhaiteriez véhiculer à cette jeunesse qui nous écoute aujourd'hui, cette jeunesse africaine. Nous sommes là, nous venons d'offrir 6 000 bourses à des jeunes sur cette plateforme. Nous en offrirons autant que nécessaire. Nous sommes là, nous sommes engagés et nous le faisons chaque jour. Et le message, c'est que soyons des producteurs plutôt que de simples consommateurs. Et croyant en notre potentiel. Absolument. Également. Merci à vous, Monsieur Abdelilah Kadili. C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, d'aller à votre rencontre et de vous présenter aussi à mes chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je vous félicite pour votre travail. Merci. C'est la fin de Rencontre pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée à vous.